Bonjour et bienvenue. Ce mois-ci, on plonge dans le magazine Le Monde, Histoire et Civilisation. Bonjour. Et on commence avec un dossier principal qui nous emmène en Inde, avec une idée de départ qui m'a tout de suite interpellé. Ah oui? Laquelle? L'idée que notre vision de l'Inde, et même un mot aussi central que hindouisme, seraient en fait des inventions occidentales. Oui, c'est un point de départ assez déstabilisant, c'est vrai. L'éditorial du magazine met vraiment le doigt dessus. Sur ce paradoxe, Exactement. Pour comprendre cet immense territoire, les Britanniques, au XIXe siècle, ils avaient besoin de créer des catégories. de mettre les choses dans des cases. Voilà. Comme hindouisme, et le plus fou, c'est que ces concepts, ils ont été ensuite récupérés par les nationalistes indiens eux-mêmes. Pour se battre contre les colons. C'est incroyable. C'est ça, pour forger leur propre identité. Alors, comment ça s'est passé concrètement? Il faut qu'on comprenne ça. L'article retrace toute l'histoire. Il faut d'abord imaginer que l'Inde, avant la colonisation, n'a presque jamais été unifiée politiquement. Ah bon? Non, c'est une mosaïque de royaumes, de cultures, de langues. L'unité, c'est l'exception. Ce qui la traverse, ce sont des courants de civilisation. Et ça commence quand tout ça? Ça commence il y a des millénaires, dans la vallée de l'Indus. Une civilisation brillante dont on n'a d'ailleurs toujours pas déchiffré l'écriture. D'accord. Et puis après arrivent les Indo-Aryens. Et avec eux, les textes fondateurs, les fameux Védas. Et c'est là qu'on voit apparaître ce système social dont tout le monde a entendu parler, les Varnas, les prêtres, les guerriers. J'ai toujours eu cette image d'une société hyper rigide, presque figée. C'est une excellente question parce que l'article insiste beaucoup là-dessus. Alors, Ce modèle des Varnas, c'est avant tout un idéal théorique, une sorte de schéma voulu par l'élite des prêtres, les brahmanes. donc une vision d'en haut, quoi. Exactement. Mais sur le terrain, dans la réalité, la société a toujours été beaucoup plus fluide, plus complexe que ça. D'accord, c'est une nuance importante. Et au niveau religieux, ça bouge aussi? Oui, énormément. Vers 500 avant notre ère, il y a une effervescence intellectuelle qui est juste incroyable. C'est-à-dire? On va apparaître des textes plus philosophiques, les Upanishads, qui explorent des concepts comme le dharma, Le dharma, c'est pas juste la loi, c'est plus que ça, non. bien plus. C'est l'idée d'un ordre cosmique et social, et chaque individu doit le maintenir par ses propres actions. C'est une idée ultra puissante qui structure encore la pensée indienne aujourd'hui. Et j'imagine que, comme toujours, quand une pensée domine, des contestations apparaissent. Exactement. C'est à cette période que naissent deux figures majeures qui vont proposer d'autres voies. Le Bouddha, j'imagine? Le premier, oui, c'est le prince Siddhartha, qui devient le Bouddha. Il propose une voie pour se libérer de la souffrance. Et de l'autre côté, il y a Mahavira qui fonde le jaïsme. Encore plus austère, il me semble. Oui, basé sur une non-violence, l'ahimsa, qui est vraiment absolue envers toute forme de vie. D'accord. Donc on a cette culture savante qui se transforme, mais la culture plus populaire, elle suit. Ah oui, et comment c'est l'époque où se développent les deux grandes épopées que tout le monde en Inde connaît par cœur. Le Mahabharata et le Ramayana. Voilà. Avec les dieux Vishnu, Shiva. Ces récits, c'est pas juste des histoires, ils infusent la morale, la politique, la vie de tous les jours depuis des siècles. Et tout ça, ça s'accompagne de constructions politiques, on parle d'empire là. Oui, le premier grand empire, c'est celui des Maurya, avec un roi fascinant, Ashoka. Alors lui, son histoire est incroyable. Il commence par des conquêtes ultra-violentes. Une violence inouïe, oui. Et puis il est pris de remords, il se convertit au bouddhisme et il essaye d'en faire une sorte de morale d'État. En gravant ses messages de tolérance partout. Exactement. Un retournement spectaculaire. Et plus tard, on a l'empire des Gupta, souvent vu comme un âge d'or. C'est là que la culture sanscrite rayonne. Tout, juste pendant le sud-est. Mais il faut garder en tête que le sud de l'Inde, lui, reste souvent à part, avec sa propre culture, sa langue tamoule. Puis arrive une autre vague de transformation, l'islam. Oui. Et là, l'article insiste bien, il ne faut pas imaginer une invasion brutale qui aurait tout rasé. C'est beaucoup plus nuancé. Comment ça arrive alors? D'abord pacifiquement, par les marchands sur les côtes, et bien plus tard, oui, par des conquêtes. Mais le magazine déconstruit très bien ce cliché de la période d'esclavage musulman. Une idée qui est très utilisée par les nationalistes hindous aujourd'hui. Tout à fait. Parce que la réalité, c'est que les souverains musulmans, une fois installés, se sont très vite indianisés. Ils se sont adaptés. Complètement. Le meilleur exemple, c'est l'empereur moghol Akbar au XVIe siècle. C'était un passionné de dialogue interreligieux. Ah oui. Il organisait des débats entre théologiens musulmans, hindous et même des jésuites chrétiens à sa cour. Les identités étaient poreuses, fluides. Alors si tout était si fluide, qu'est-ce qui a tout changé?
Qu'est-ce que les Britanniques ont fait de si différent pour que tout se fige? Ils ont apporté un outil redoutable, la classification. Pour gouverner, il faut compter, cataloguer. La bureaucratie. Voilà. Le recensement, tous les 10 ans, oblige les gens à se mettre dans une seule case. D'un côté les hindous, de l'autre les musulmans. Et ces étiquettes administratives deviennent des réalités politiques. Lentement, mais sûrement. Et ce sont ces blocs qui vont s'affronter. C'est la grande tragédie qui mène à la partition. Oui, le combat pour l'indépendance mené par Gandhi s'accompagne de cette montée des tensions. Et en 1947, l'indépendance se paie au prix de la création de 2 pays. Un déchirement humain effroyable. 1 million de morts, 14 millions de déplacés. C'est un héritage qui pèse encore énormément aujourd'hui. On le voit avec la politique actuelle. Oui, le nationalisme hindou du parti BJP prospère sur ce terreau, sur cette histoire de divisions qui ont été accentuées par la colonisation. Le dossier va plus loin. Il y a un article sur la mythologie indienne avec une image que j'ai trouvée superbe, celle de la mangrove. C'est une métaphore parfaite. Une mangrove, c'est un écosystème où tout s'entremêle, où on ne sait pas où ça commence, où ça finit. C'est foisonnant. C'est ça. La mythologie indienne, c'est pas un panthéon bien rangé comme chez les Grecs. C'est un pullulement de dieux, de légendes, qui se croisent, se transforment. C'est vivant. Il y a cette citation d'un texte ancien qui répond à la question « Combien y a-t-il de dieux ?» 3 et 300. Et 3 et 3000. Ça résume tout. C'est génial. Et pour finir ce dossier, le magazine s'attaque à un monument, Gandhi, mais pas le saint qu'on imagine. Non, il nuance l'icône. On découvre le jeune homme, marié à 13 ans, qui lit le Kama Sutra avec passion. Loin de l'image de l'ascète. Cette image, elle se construit plus tard. C'est son expérience du racisme en Afrique du Sud qui forge sa philosophie de la non-violence, l'ahimsa. Ce que l'article met en avant, c'est aussi son génie de la communication. Ah oui, absolument. Chaque action était pensée, symbolique. Le rouet pour l'indépendance économique. La marche du sel? Un événement médiatique mondial. Exactement. Et même sa tenue. Ce simple drap de coton, ses lunettes rondes. C'est devenu une signature iconique. Mais c'est un personnage complexe. L'article parle de ses lettres à Hitler. Oui, où il l'appelle à la raison, ce qui peut sembler très naïf. Et surtout, il a vécu la partition contre laquelle il s'est battu jusqu'au bout comme un échec personnel terrible. Une vivisection de sa patrie, disait-il. Et il est assassiné quelques mois après par un extrémiste hindou. Ce qui est fascinant dans ce dossier, c'est de voir comment une civilisation construit ses règles. Et ça me fait penser à un autre article du magazine qui explore les fondations de nos propres règles. Le droit romain. Le lien est parfait, oui. Avec Rome, on bascule dans un univers qui cherche à tout rationaliser par la loi. Le point de départ, c'est la fameuse loi des 12 tables. Le premier code de loi écrit de Rome. Et il pose un principe qui va changer le monde. L'isonomia, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. En théorie, fini le pouvoir arbitraire. Et c'est de là que vient notre fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». C'est ça. L'article explique que ces lois étaient gravées sur du bronze et affichées en plein cœur de la cité, sur le forum. La loi est publique, donc elle s'applique à tous, c'est la base. Ce qui m'a surpris, c'est le rapproche avec les étrangers. On les imagine dominateurs, mais là... Ils étaient pragmatiques. Avec un empire qui grandit, ils ne pouvaient pas appliquer leur droit civil à tout le monde. Alors ils ont inventé quelque chose de révolutionnaire, le jus gentium, le droit des gens. C'est-à-dire? Un ensemble de règles basées sur la raison naturelle, considérées comme communes à toute l'humanité. Ça servait à régler les litiges entre Romains et étrangers. C'était une façon d'intégrer par le droit. L'article se termine sur une anecdote géniale qui montre à quel point ils allaient loin dans le débat. L'histoire du barbier. Ah oui, le cas d'école. C'est célèbre. Un barbier rase un esclave sur une place publique. Une balle heurte sa main et il coupe la gorge de l'esclave. Qui est responsable? C'est toute la question. Le joueur, le barbier imprudent, l'esclave qui a accepté ce risque. Il n'y a pas de réponse simple. Et c'est ça qui intéressait les juristes romains pour affiner les notions de faute, de négligence. C'est fou. On passe donc d'un système qui essaie de rationaliser la société à une période où cette rationalité s'effondre complètement. L'article sur la chasse aux sorciers, c'est terrifiant. Terrifiant, oui. On entre dans une période où la peur crée sa propre logique juridique, une logique de mort. L'article corrige les chiffres quand même. On n'est pas sur des millions de victimes. Non, les estimations sérieuses tournent autour de 60 000 exécutions en Europe, ce qui est déjà monstrueux. Et le point de départ, c'est une décision du pape. Oui, une bulle du pape Innocent VIII en 1484 qui donne en quelque sorte le feu vert à l'Inquisition pour poursuivre la sorcellerie. Et l'article avance une explication que je ne connaissais pas. Le climat. C'est un facteur aggravant qui est crucial.
La période correspond au petit âge glaciaire. Un refroidissement climatique. Voilà. Les récoltes sont catastrophiques, les famines se multiplient, les gens sont désespérés, et quand on ne comprend pas, il faut un coupable. Et le coupable, c'est le diable, et donc les sorcières. Il y a dans l'article le témoignage de Johannes Junius, un bourgmestre allemand. C'est glaçant. C'est un document unique. C'est un notable respecté. Il est arrêté, torturé d'une façon épouvantable. Il finit par tout avouer, n'importe quoi. Qu'il a rencontré le diable, etc. Oui, il dénonce même des voisins. Mais juste avant de mourir, il réussit à écrire une lettre secrète à sa fille. Et il lui dit la vérité. Il lui dit qu'il est innocent, que tout est faux, arraché par une douleur insoutenable. Il écrit, je cite de mémoire, « Il faut que je meure, je ne peux pas supporter plus de torture. » Lire ses propres mots, ça rend la tragédie tellement plus concrète. Ça change tout, oui. Le magazine propose aussi des portraits plus courts. On découvre Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du Moyen-Âge. Ah, une vie de roman. Fils cadet, donc sans héritage, il va faire fortune en devenant le champion des tournois. Il finira régent d'Angleterre. Une ascension sociale incroyable. Basé uniquement sur sa valeur au combat. D'un combat d'hommes, on passe à un combat très précurseur, celui pour sauver la forêt de Fontainebleau. Oui, c'est le tout premier combat écologique en France au milieu du 19e siècle. Des artistes, des écrivains. Contre toute attente, oui, ils obtiennent de Napoléon III la création de la première réserve artistique, la première zone protégée de France. La citation de George Sand est incroyable. En attendant que l'humanité s'éclaire et se ravise, gardons nos forêts. C'est prophétique. Et pour finir, un dernier récit sur une histoire d'immigration assez méconnue, celle des Japonais aux États-Unis. C'est un récit très poignant, fin 19e, début 20e. Des travailleurs japonais arrivent en Californie, mais ils se heurtent à un racisme très violent, la peur du péril jaune. On leur interdit de posséder des terres. Oui, et l'article parle de ces picture brides, les épouses par photo, des mariages organisés à distance pour des hommes seuls. Et le pire, ça sera après Pearl Harbor. Oui, l'internement de 120 000 personnes d'origine japonaise, pour la plupart citoyens américains, dans des camps en plein désert. En une seule lecture, on a vraiment l'impression d'avoir fait le tour du monde et des époques. C'est un raccourci incroyable pour comprendre des pans entiers de l'histoire. Absolument. Et au-delà de la diversité, on voit des thèmes qui reviennent. La construction des identités, comme en Inde. La création de systèmes pour vivre ensemble, comme à Rome. Mais aussi la peur de l'autre. Oui, la peur qui mène à la persécution, que ce soit les sorcières ou les immigrés japonais. Et puis, cette naissance d'une conscience pour protéger notre héritage commun, comme à Fontainebleau. Alors, après tout ça, quelle est la pensée qui reste? La question à méditer. Elle me vient de George Sand, justement. En 1872, elle alertait sur l'abus inconscient de la nature et prédisait qu'il n'y aurait bientôt plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. 1872. Voilà. Alors la question qui me hante, c'est qu'est-ce que ça révèle de notre capacité à apprendre du passé quand un avertissement lancé il y a 150 ans semble avoir été écrit ce matin même?